Madame, Monsieur, bonsoir. Vous regardez le journal d'Alizé. Merci de votre présence et de votre fidélité. Ce soir, nous recevons Monsieur Rudy Caille, président du syndicat autonome des marins-pêcheurs contaminés. Vous aurez compris que nous parlerons ce soir des dégâts de la chlordécone pour les marins-pêcheurs. Mais Rudy Caille, une première question. En vérité, vous avez plusieurs fers au feu, si je puis dire. Vous revenez tout juste d'une réunion avec le port pour votre indemnisation. Pourquoi cette réunion a-t-elle capoté? Pour rectifier, ce n'est pas indemnisation pour les mesures compensatoires, mais à cause des problèmes des syndicats, ça a capoté. Vous voulez dire que les syndicats ne se sont pas entendus face à leur interlocuteur, le port Île de Guadeloupe? Bon, il y a des syndicats qui sont en politique toujours et à cause de ça, la pêche ne marche pas à cause de ces syndicats. On va en reparler dans un instant. Pour l'heure, place au titre de cette édition du 3 octobre 2015. Après une semaine, les soldes n'attirent pas les clients dans les commerces de Pointe-à-Pitre. Le Venezuela dans un nouveau conflit frontalier, cette fois avec la Guyana. Découverte du body karaté, une nouvelle discipline entre sport et santé. Le journal, Jean-Luc Icard. Une semaine après le début des soldes, les commerçants de Pointe-à-Pitre ne voient rien venir, en tout cas pas les clients. Après avoir tout mis en œuvre pourtant pour les attirer, Pointe-à-Pitre reste désespérément vide. Le reportage de Muriel Barlagne. Ils ont mis toutes les chances de leur côté et les arguments ne manquent pas. Certains affichent des prix particulièrement bas dès l'entrée de la boutique, d'autres misent sur les tailles. Ici, un article soldé acheté, c'est un article soldé offert. Pourtant, les commerçants de la ville de Pointe-à-Pitre font le même constat. Depuis une semaine que les soldes ont commencé, le volume des ventes est plutôt faible. En ce moment, à Pointe-à-Pitre, il y a un manque de fréquentation. Tous les commerçants se plaignent. Donc, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Que ce soit, on espère un petit peu de la mairie, qu'elle fasse un petit peu plus d'animation pour nous aider un peu. Les soldes n'attireraient plus autant de personnes à Pointe-à-Pitre qu'il y a quelques années. Mais certaines habitudes restent. Aujourd'hui c'est samedi, le samedi en général, il y a toujours plus de monde. Il y a les soldes, mais Pointe-à-Pitre c'est une habitude en fait. Chaque début de mois on a du monde, on a beaucoup plus de monde qu'en fin de mois. Je pense que c'est partout en fait, c'est le commerce qui est comme ça. Le centre-ville continue donc de charmer certains, même s'ils n'y viennent que très rarement, comme cette cliente qui arrive de la région bastérienne. Ce sont surtout les petits prix qui font se déplacer. Je viens d'arriver, donc pour l'instant je n'ai fait qu'un seul magasin, mais j'ai déjà trouvé mon bonheur. Donc les prix sont assez raisonnables et il y a pas mal de choix. Je préfère les centres commerciaux. Mais dans les centres commerciaux c'est un petit peu plus cher en général. Vous avez encore près d'un mois pour dénicher la perle rare. Les soldes durent jusqu'au 6 novembre prochain. Après les mauvais chiffres de la sécurité routière, on devrait d'ailleurs plutôt dire en la circonstance l'insécurité routière, le gouvernement a annoncé un train de mesures, elles sont 22 au total, dont la plus emblématique est l'annonce de faux radars, et oui, pour dissuader un peu plus les fous du volant. Alors cette mesure sera-t-elle appliquée en Guadeloupe? D'ailleurs, y est-elle applicable? Le point de vue de notre monsieur sécurité routière avec Éric Pommier. Un chiffre noir qui relance les critiques contre le gouvernement. Le nombre des accidents sur les routes de France a augmenté de 19%. Cette augmentation poursuit la tendance macabre enregistrée au premier semestre 2015. La Guadeloupe n'échappe pas à ce triste scénario. 29 tués sur les routes depuis le début de l'année. Selon l'association Laser Anti-Guyane, il faut pointer du doigt les vrais problèmes de la responsabilité des conducteurs. Eh bien, disons que les récentes statistiques ont démontré qu'il y a une diminution du nombre, de la gravité et du coût des accidents. C'est vrai que par rapport à l'an dernier, à la même époque, mais il y a encore beaucoup à faire puisque nous enregistrons trop d'infractions bêtes et inutiles qui conduisent inévitablement quelquefois aux chocs qui sont graves, mortels. Et donc je crois que nous faut continuer à réagir dans le bon sens. Pour tenter d'enrayer la hausse, Bernard Cazeneuve avait annoncé en janvier une série de 26 mesures, dont 19 sont déjà en vigueur, comme l'interdiction des kits mains libres et oreillettes au volant, ou la baisse du taux d'alcoolémie à 0,2 g par litre de sang pour les conducteurs novices. Passage à la vitesse supérieure avec aujourd'hui annoncé le projet du radar Fatis
par le ministre Manuel Valls. C'est peut-être la solution, mais vous savez qu'il n'y a rien de parfait. Donc il faut essayer, il faut voir. Mais ce que je dis, c'est que souvent, les mesures qui sont prises en métropole ne sont pas toujours applicables aux Antilles-Guyane. Ce qui veut dire que peut-être faut avoir des temps d'adaptation, des fonds de formation, d'information pour essayer de voir quelle est l'efficacité du système. Les radars, efficaces ou pas, en 2005, 23 172 effractions ont été relevées sur ce radar de Chauvel. 5 ans après, le nombre d'effractions est de 6 262. Pêche, nous vous en parlions hier encore, les marins-pêcheurs, ceux de Capesterre en particulier, sont dans l'attente d'un dispositif d'indemnisation et d'aide à la reconversion pour pallier l'interdiction de pêche qui touche le croissant de bananier. Mais ces pêcheurs n'ont pas qu'un dossier épineux en attente puisqu'ils reviennent à l'instant d'une réunion avec la direction du port de Guadeloupe à propos des mesures compensatoires pour pallier les impacts du port de Guadeloupe sur les zones de pêche. Bonsoir, bonsoir Rudy Caille. Bonsoir. Alors, vous nous confirmez que cette réunion n'est pas allée à son terme, qu'elle a, vulgairement parlant, capoté. Pourquoi? À cause des syndicats. Il y a un certain syndicat qui comprennent, il y a eu les élections démocratiques, ils ne sont plus au comité. Celui qui est là, de laisser le faire le boulot. Si à chaque fois qu'on fait une réunion pour parler de la pêche, les problèmes de la pêche, à chaque fois qu'ils reviennent comme s'ils sont à des élections, c'est pour ça que les problèmes de la pêche n'avancent pas. Alors concrètement, on voudrait comprendre, vous êtes à peu près 3 syndicats face au port. Ces mesures compensatoires concernent les marins-pêcheurs de tout le petit cul-de-sac marin, etc. Pourquoi vous ne vous mettez pas d'accord, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord pour percevoir ce que vous doit faire le port, quoi? C'est ce qu'on veut faire, mais c'est un peu dur avec les autres syndicats. Surtout le syndicat sympa CFDT, là c'est un peu dur. Quoi, il demande plus que ce que vous demandez vous, c'est ça? Non, mais on ne parle pas de discussion au niveau de la pêche. Quand ils viennent dans une réunion pour dire c'est ce syndicat-là qui a fait ça, là, des politiques comme s'ils ont des élections, nous on en a marre les pêcheurs. De toute façon, on a rapporté cette réunion en une dizaine de jours avec le port pour savoir définir le nombre de marins-pêcheurs, le nombre de bateaux dans la zone. Vous pouvez d'abord rappeler à quoi est due cette mesure de compensatoire, comme vous l'appelez? Comme le port, avec le problème de sédiments, tout ça, dans le budget du port, on a mis une aide au niveau de la pêche. Ça concerne combien de pêcheurs? Tous les problèmes de la pêche, pas plusieurs pêcheurs, le petit sac, mais les trucs, 2,6 millions à peu près pour les analyses, la replantation des coraux, il y a etc. de trucs carrément. Mais au jour d'aujourd'hui, ça fait quelques temps, on y va dans des réunions avec le port, toujours les mêmes trucs carrément, on ne voit rien venir. Alors le dossier suivant que je vais évoquer avec vous n'avance pas non plus, puisqu'il est question d'indemnisation, d'aide à la reconversion, à cause de cette interdiction de pêche qui frappe tout le croissant de bananier. Il y a à peu près une semaine, il y avait cette fameuse réunion à la fois avec le ministère de l'Outre-mer et le ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Vous sembliez presque OK au lendemain de la réunion, et puis une semaine après, paf, vous êtes fâché et vous vous en prenez à la région. De toute façon, on n'est pas OK vraiment à sa réunion. Au niveau de l'État, on essaie de faire le nécessaire pour trouver les leviers pour retirer les marins-pêcheurs au niveau de reconversion. Au niveau de la région, c'est que le problème, je me suis fâché au niveau de la région, puisque sous le FEOMP, la ligne 29 a été oubliée, a été mise zéro. Vous parlez d'un fonds européen. Les fonds européens, voilà. De la diversification des marins pour faire les dossiers. Et un peu fâché même, puisque si on n'était pas à la région... En fait, ce que vous reprochez à la région, c'est qu'elle n'a pas abondé dans ce fonds pour cette aide à la reconversion. Au niveau de la pêche, ce n'est pas vraiment sous ce fonds, hein. C'est une des gouttes d'eau que... Depuis que la région, on est au niveau de la pêche... Alors, qu'on comprenne bien, depuis cette interdiction, vous avez reçu de l'argent. On a parlé de 10 000 euros par pêcheur, ensuite 30 000 sur 3 ans, si j'ai bien compris.
Vous avez touché de l'argent, c'est pas suffisant, vous demandez quoi? Non, les pêcheurs ont touché 10 000 euros, ça fait déjà 2 ans. Les 30 000 euros, ils n'ont pas encore vu de l'argent. Et même au ministère, on n'a pas encore vu. C'est des annonces, on ne voit pas les sous. Et comme disent les politiciens en Guadeloupe, que les pêcheurs ne sont pas des mendiants, les pêcheurs. Ils demandent à travailler. 10 000 euros, 10 000 euros, ils n'en veulent pas. Ils veulent avoir de l'outil pour travailler, aller pêcher un peu plus loin, puisque comme la zone est chlordéconée avec le projet du port, on est obligé d'aller plus loin. Ils ont besoin des mesures compensatoires aussi au niveau du port. Donc les fameux 7 millions annoncés par M. Yoyotte il y a une semaine, ce n'est pas suffisant pour les quelques 200 pêcheurs qui sont concernés? 7 millions. M. Yoyotte a parlé de 7 millions au total entre l'indemnisation et l'aide à la reconversion. De toute façon, au niveau chiffre, je ne peux pas parler au niveau chiffre. Je sais qu'il y a des dossiers montés et tous ces pêcheurs, à peu près une quarantaine de dossiers de pêcheurs qui veulent quitter la profession parce qu'ils n'en peuvent plus, des dossiers de reconversion. Et pour le reste, on verra. Le reste, c'est la région. C'est lui qui a le Alors, on a compris que vous êtes arc-bouté, j'allais dire, contre M. Lurel, ou en tout cas contre la région. C'est elle que vous estimez responsable aujourd'hui? La région, c'est elle qui a le levier économique de la Guadeloupe. La pêche est un secteur économique. Au jour d'aujourd'hui, les pêcheurs peuvent dire combien d'aides qu'ils ont reçues au niveau de la région. On n'est pas dans ce secteur. Vous n'êtes pas en train de faire un peu de politique à quelques mois des élections? C'est pas la politique, c'est la réalité. C'est la réalité, puisque on a fait plusieurs réunions avec la région, notamment avec le responsable de la pêche. Dans les réunions, à chaque fois, il nous dit que ce n'est pas le problème de la région, c'est le problème de l'État. Ben oui, le chlordécone, a priori, c'est l'État. Oui, mais on n'est pas dans un problème. On a eu ce bébé carrément. La profession en difficulté, la région est là pour faire remonter la profession. En Martinique, la région Martinique ne dit pas ça. Les problèmes de chlordécone des Martiniquais sont déjà réglés. La région Martinique, le département, ils ont mis la main à la pâte. Une dernière question. Aujourd'hui, vous êtes prêt à faire quoi? Remonter, revenir vers la région, attendre les résultats de cette commission du ministère de l'Outre-mer et de la Pêche? On attend les réponses. Ne me dites pas que vous allez barrer la route de bananiers ou quelque chose comme ça. Non, je ne sais pas, c'est les pêcheurs qui vont décider. Ce n'est pas moi qui décide, c'est les pêcheurs qui vont décider. De toutes les façons, on attend les réponses du ministère et à peu près les réponses du comité. D'ici combien de jours? Quel est le délai que vous fixez? On nous a dit 20 jours. Après notre départ de Paris, 20 jours. Donc il manque à peu près une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Bon, on verra la marche à suivre au niveau des pêcheurs même concernés et la marche à suivre avec le comité régional, puisqu'il y a des actions qui sont entreprises par le comité, normalement pour récupérer la ligne 29 qui a été oubliée par la région. Ces actions étant entreprises, je pense que d'ici le 9, on aura une réponse. Ça va être représenté à la commission. Et d'ici là, on attend toujours. Merci Rudika et merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci. On en vient maintenant à cette marche pour la paix organisée aujourd'hui par cette organisation internationale des personnes d'origine indienne. Monsieur Kay en fait partie. Une marche à l'occasion évidemment du jour anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi, précurseur de la non-violence. Cette marche n'a pas réuni grand monde, mais tous les politiques, Rudy Kay, étaient là. Le reportage de Muriel Barlian. Ils étaient presque tous présents au départ, les candidats aux élections régionales. Laurent Bernier, Mélina Seymour, Alain Plaisir, Marie-Christine Mirkidal, ce sont eux qui ont ouvert le bal avec un dépôt de roses au pied de la statue de Martin Luther King. Puis le cortège est parti vers 16h30, direction la statue du Mahatma Gandhi. Environ 80 personnes, en blanc, une multiplication de symboles pour marquer le coup et se positionner contre la violence. Nous avons décidé d'organiser cette marche pour la non-violence dans le cadre de la journée de la non-violence et par rapport à une augmentation exponentielle de la violence
en Guadeloupe depuis quelques années. Et nous avons pensé qu'il était bien que les Guadeloupéens qui sont conscients de cette évolution puissent manifester leur volonté de voir ce pays vivre dans un climat apaisé. Et cette marche a pour objectif de sensibiliser les Guadeloupéens sur le problème sur la culture de la non-violence et que chaque personne qui y participe prenne une résolution qui consiste à dire que moi aussi je dois appliquer ces grands principes de la non-violence dans ma vie quotidienne et au sein de ma famille. C'est l'occasion de nous regrouper et de regrouper aussi toutes les composantes de la Guadeloupe qui contribuent à ce vivre ensemble qui nous est cher et de faire le maximum contre la violence, puisque force est de constater, notamment en Guadeloupe, que la violence est présente au quotidien. J'aimerais rappeler le triste chiffre de 32 meurtres depuis le début de l'année. Donc c'est l'occasion pour nous de s'associer à cette marche pour manifester notre soutien et contribuer au vivre ensemble et à la non-violence. Environ 1 heure plus tard, à l'arrivée, Harry Chalus est venu rejoindre le groupe. Là encore, des fleurs ont été déposées, des moments forts pour une juste cause. Nous faisons maintenant un tour d'horizon de l'actualité dans la grande région de la Caraïbe. Nous parlerons notamment de ce nouveau conflit frontalier entre le Venezuela et un de ses voisins. Mais tout d'abord, commençons par les dégâts causés par l'ouragan Joachim aux Bahamas. Richard Scott Tamar. Entre vendredi et aujourd'hui, l'ouragan Joachim a balayé les Bahamas. L'archipel a subi d'importantes inondations. Plusieurs vidéos postées par des amateurs témoignent de la violence de l'ouragan. Classé depuis jeudi catégorie 4, Joachim est déjà l'ouragan le plus puissant de la saison. Ses vents sont ressentis jusqu'à l'est de Cuba et ses fortes pluies devraient arroser également une partie de l'île communiste, ainsi qu'Haïti, la République dominicaine et les îles turques et caïques. Au Venezuela, les relations sont toujours aussi difficiles avec les pays voisins. Côté ouest, la frontière avec la Colombie reste complètement fermée, 6 semaines après que le président Nicolás Maduro ait annoncé son verrouillage partiel pour 3 jours. Côté est, un vieux différend territorial avec le Guyana a refait surface. Le Venezuela revendique les 160 000 km² de la région de l'Esquibo, soit près des 2/3 du territoire de son petit voisin. Les revendications du Venezuela pour cette région guyanienne sont anciennes, mais elles ont été ravivées en mai après la découverte des ressources pétrolières sur place. Mercredi dernier à Cuba, une poignée de main historique a été échangée entre le président colombien Juan Manuel Santos et le dirigeant de la guérilla marxiste des forces armées révolutionnaires de Colombie. Les deux hommes ont signé un accord sur le sort judiciaire des combattants. L'accord prévoit la création d'un tribunal spécial chargé de juger les auteurs de crimes pendant le conflit, qu'ils soient combattants de la guérilla, mais aussi membres de la police et de l'armée. Vendredi, le numéro 1 de la guérilla colombienne des FARC, Timoshenko, a annoncé avoir donné l'ordre à ses troupes de suspendre l'instruction militaire pour se consacrer désormais à la formation politique et culturelle dans le cadre du processus pour mettre fin au conflit armé. L'artiste Danilo Maldonado, plus connu sous son pseudonyme le Sexto, le 6e, est devenu en quelques mois le détenu politique le plus emblématique de Cuba. Depuis la fin de la semaine, Amnesty International l'a déclaré prisonnier d'opinion et a lancé une campagne appelant à sa libération. El Sexto est enfermé depuis décembre 2014 suite à sa volonté de créer une performance artistique mettant en scène 2 cochonnets prénommés pour l'occasion Fidel et Raoul. La législation cubaine interdit la critique d'agents publics. On en vient maintenant au sport et en particulier au football avec les résultats de la 3e journée du championnat de division d'honneur. Quelques résultats, ceux des rencontres disputées jusqu'ici. L'Arsenal a été battu par l'USBM, vous le voyez, 1-0. 1-0 pour la Juventus face à la Solidarité Scolaire. 2-0, pardon, pour la Juventus face à la SS. 0-0 entre CA Marquisa et Gourbert et match nul surprenant entre l'Étoile et le Sirocco des Abîmes. C'est l'USBM qui occupe provisoirement la première place du classement. D'autres rencontres sont à disputer ce soir et notamment le CSM qui affronte la Gauloise. C'est la principale rencontre de ce soir.
Dans le domaine des activités sportives, de ces disciplines situées aux frontières du sport, de la détente et de pratiques artistiques variées, la créativité va décidément à l'infini. Voici maintenant le body karaté. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mélange entre le fitness et le karaté, comme son nom l'indique. Suivez le guide Éric Pommier. Fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. On se déplace et on frappe sur le côté. D'accord? Une dépense physique saine, couplée à une ambiance plus détendue, l'avantage de la pratique du body karaté est affiché, double objectif donc atteint pour la pratique de cette discipline. Et deux, tout à l'heure. Ce matin encore, au Palais des Sports du Gosier, quelques adeptes, exclusivement féminines ce matin, sont venus s'initier ou regoûter à l'exigence des exercices. La pratique est désormais possible en Guadeloupe. Alors, body karaté, quelle différence avec le fitness? Dans le fitness, on fait des mouvements, on travaille le cardio. Ce sont des mouvements pour étirer le corps. Hein. Le body karaté, la différence, c'est qu'en plus, on apprend les mouvements de karaté. Donc ça peut toujours servir. C'est pour ça que le public féminin est majoritaire, hein, puisqu'il y a l'aspect fitness que les femmes aiment bien et l'aspect self-défense, l'aspect sport de combat, puisque dans le body karaté, on fait du karaté, on apprend les mouvements de karaté, mais il n'y a pas de contact. Et ça, les femmes aiment bien, quoi. Pas de contact en effet, mais le body karaté a tout de même ses exigences, comme respecter les règles de base du karaté, avec une gestuelle précise, dans un souci d'harmonisation si possible, avec le sourire. Tout le corps est mis à l'épreuve, condition sine qua non pour atteindre ses objectifs, affiner sa silhouette ou encore faire travailler ses fessiers sans occulter un excellent travail d'assouplissement, le tout en musique. On privilégie l'aspect fun, l'aspect convivial, en passant par des musiques entraînantes, des musiques électro, des musiques du dancehall, surtout en Guadeloupe, hein, les gens sont très dancehall, donc on joue à fond dessus. Et on va essayer aussi de privilégier des musiques plus culturelles, hein, avec passer par le gros cas, des morceaux de ce type-là. Le body karaté, visiblement, est une formule qui plaît. On y vient transpirer, se dépenser, danser, se refaire une santé, et après une heure de séance, le verdict tombe. Humide, très humide, très moite, comme vous pouvez le voir. On a juste une envie d'aller se doucher. Comment ça vous est venu justement de venir pratiquer ce body karaté? Mon fils fait du karaté depuis l'âge de 3 ans avec l'association Higashi, et donc comme ils ont ouvert body karaté cette année, ça m'a donné envie de faire ce sport, plus par le côté body fitness, un petit peu comme l'aérobic, très très dynamique, plus que pour le karaté, parce que je ne me voyais vraiment pas faire des katas ou des combats, donc ça associe les deux, donc c'est sympa. Body karaté, c'est un sport qui est de la fitness et en même temps du karaté. Ce qui est un sport qui fait travailler tous les muscles et donc développe de la souplesse et une bonne coordination. C'est pour ça que j'aime le body karaté. Le body karaté a été développé par la Fédération française de karaté depuis le début des années 2000 et inédit en Guadeloupe depuis quelques mois. La pratique est ouverte à tous. Pour rappel, pas besoin d'être pratiquant de karaté pour en retirer tous les bienfaits. Et cette nouvelle discipline semble avoir conquis pas mal de gens à Alizé, Guadeloupe. Allez savoir pourquoi. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, le journal de TF1 qui sera suivi des pronostics hippiques de Prévert Mayengo. Ensuite, vous avez rendez-vous avec The Voice Kid. L'information continue, je vous le rappelle, sur notre site www.alizé.com. Je vous retrouve demain à 19h. Passez une excellente soirée.